Aujourd'hui, les États-Unis ne s'intéressent pas particulièrement au dossier palestinien. Ils estiment que ce serait bien s'ils pouvaient reprendre la négociation avec les Iraniens. Dans la mesure où les Iraniens ne sont pas disposés, semble-t-il, à reprendre cette négociation, le problème palestinien a cessé d'être prioritaire aux yeux de Washington. Effectivement, pour notre magazine d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous analysons aujourd'hui les grands enjeux de la rencontre de cette semaine, en principe prévue le jeudi 26 août à la Maison-Blanche, entre le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le président démocrate Joe Biden. Et ce, il faut le dire, dans un contexte géopolitique régional assez chamboulé, dans lequel intervient ce premier rendez-vous du genre entre les deux hommes d'État, avec à l'ordre du jour normalement deux dossiers brûlants, le dossier du nucléaire iranien et le dossier palestinien. Et donc, avec nous en ligne depuis Paris pour aborder ce dossier, le professeur André Caspi. André Caspi, bonjour et shalom. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et spécialiste, expert de l'histoire des États-Unis. À ce titre, vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages justement sur les États-Unis et aussi sur les Juifs aux États-Unis. Et le dernier paru de cette série, paru en principe en 2019, à moins qu'il y en ait un qui soit, je dirais, presque sous les presses, eh bien, ce dernier ouvrage de 2019 s'intitule « La nation armée » à propos des États-Unis. Alors, première question, professeur Caspi. Cette rencontre, qui est donc la première du genre, intervient dans le contexte moyen-oriental, j'allais dire, très chamboulé de la toute récente prise du pouvoir des talibans en Afghanistan, un événement que je qualifierais d'assez massif, qui a évidemment beaucoup affaibli et fragilisé l'administration Biden au plan international et régional, en tout cas. Alors, d'après vous, puisque ce n'est pas l'essentiel de notre propos, mais c'est tout de même son contexte, en quoi cette nouvelle donne peut-elle avoir une influence sur la rencontre de Biden-Bennett de jeudi ? C'est-à-dire que on peut estimer qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, le grand problème qu'affrontent les États-Unis, ça n'est certainement pas les relations entre Israël et les Palestiniens, c'est sans doute la question iranienne. Oui, on y reviendra. Mais là, subitement a surgi l'affaire des talibans, c'est-à-dire qu'au fond, ce départ précipité des Américains de Kaboul constitue une véritable bombe pour la diplomatie américaine parce que Joe Biden se trouve affaibli non seulement sur le plan américain, mais affaibli encore plus sur le plan international. C'est-à-dire qu'au fond, il apparaît non pas comme le grand spécialiste des affaires du monde. Joe Biden, vous savez, a présidé la commission des affaires étrangères du Sénat pendant de nombreuses années. Il a été le vice-président de Barack Obama, donc il apparaissait comme un expert dans tout ce qui touche aux relations entre les États-Unis et le reste du monde. Or, il semble bien que cette fois-ci, il ait été pris de court et qu'il n'ait pas saisi à l'avance les complications que comporterait ou qu'entraînerait la prise de Kaboul par les talibans. Donc, Joe Biden se trouve dans une position affaiblie par rapport à ce qu'il était précédemment. Et bien sûr, il peut répliquer que la majorité des Américains souhaitent en effet que les États-Unis quittent l'Afghanistan, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, je pense que la majorité des Américains n'espéraient pas que ce départ de Kaboul ou de l'Afghanistan se ferait dans les conditions que nous avons pu voir à la télévision. Parce que là vraiment, les commentateurs ne cessent pas de comparer Joe Biden à Chamberlain en 1938, c'est-à-dire avec Munich. Ils ne cessent pas de comparer Joe Biden avec Carter et les relations entre Carter et puis l'Iran.
Donc tout cela fait que Joe Biden a perdu beaucoup de son prestige et en conséquence se trouve dans cette position difficile que j'exprimais tout à l'heure. Alors, en analysant la position assez gênée, justement, vous venez d'en parler, de l'administration américaine, et puis ces postures un peu tortueuses du président Biden ces 2 dernières semaines sur l'Afghanistan, qui d'ailleurs, soit dit en passant, comme vous l'avez vous-même constaté, eh bien, il a voulu renvoyer la balle de ce désastre stratégique et géopolitique américain en accusant l'armée afghane de ne pas avoir voulu se battre contre les talibans, ce qui est, disons, un prétexte en fait. On a plutôt l'impression, et c'est ce que vous venez de dire, mais que la Maison-Blanche a été sinistrement surprise et surtout plongée dans une confusion par l'éruption de à la fois brutal et rapide de ce coup de Kaboul auquel elle ne s'attendait pas. Et donc, si vous voulez, il y a non seulement une fragilisation, mais en ce qui concerne en tout cas la position des États-Unis au Moyen-Orient, il y a une véritable question qui se pose. Est-ce que les Américains sont un allié fiable pour ceux qui se disent ses amis dans cette région? C'est-à-dire que ça pose 2 questions, 3 questions même si vous voulez. La première question, c'est de savoir quelles étaient les informations dont disposait Washington en ce qui concerne le retrait d'Afghanistan. Il semblerait en effet qu'il y ait eu des informations contradictoires, c'est-à-dire qu'au sein du département d'État, il y avait ceux qui pensaient qu'on pouvait espérer un retrait à peu près correct de Kaboul, mais puis il y avait ceux qui craignaient le pire. Ceux qui craignaient le pire n'ont pas été écoutés et le résultat, on le voit sur les images de la télévision, qui sont des images particulièrement inquiétantes, alarmantes, désolantes. Bref, tout ce que les Américains détestent le plus, c'est précisément de voir comment dans la précipitation, ils sont obligés de quitter la capitale de l'Afghanistan. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que malgré tout, cela donne un avantage aux ennemis des États-Unis. Actuellement, on voit bien que la Chine est en train de prendre la place des États-Unis en Afghanistan, parce que l'Afghanistan recèle des richesses minières tout à fait considérables. La Chine qui est à proximité, toute proportion gardée, la Chine qui est à proximité cherche à s'implanter en Afghanistan et puis à échanger en somme avec les talibans en disant, ben voilà, nous sommes prêts à vous aider, nous sommes prêts à vous reconnaître, nous sommes prêts à collaborer avec vous. D'un autre côté, vous nous ouvrez vos richesses minières et puis surtout, vous ne parlez pas des Ouïghours. C'est-à-dire que les Ouïghours, vous les laissez tomber Ouais. parce que c'est très compliqué pour nous, Chinois, et par conséquent, c'est pas votre problème d'Afghanistan. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième, qui est encore plus inquiétant, c'est que, évidemment, ça remet en jeu la fiabilité des États-Unis dans le monde. Et en particulier, il y a 2 régions qui peuvent s'inquiéter. D'une part, Taïwan qui est menacée par la Chine qui a promis de récupérer l'île par tous les moyens, et puis éventuellement la Russie, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que, en fin de compte, la Russie peut profiter de tout cela pour accroître encore sa mainmise sur l'Ukraine. Donc, vous voyez, tout cela contribue à l'affaiblissement des États-Unis sur le plan international, sans compter les relations des États-Unis avec l'Europe occidentale, qui, elle, n'a pas été consultée, qui, elle, a été mise de côté, alors qu'elle avait participé, au moins jusqu'à une date récente, à l'occupation ou à la libération de l'Afghanistan. Donc tout cela fait que le président Biden se trouve dans une situation particulièrement fragile. Alors dans ce contexte, justement, qu'on a pris le temps de détailler, parce que c'est ça qui peut aussi être la clé des événements et du dialogue qui intervient jeudi, concernant donc la visite de Bennett à Washington, et le dossier le moins urgent, mais qui est quand même là aussi, c'est le dossier palestinien. On parlera ensuite de l'Iran, qui est en principe le cœur de cette rencontre. Mais enfin, les commentateurs de la presse israélienne ont rappelé la fameuse rencontre de mai 2009 entre le nouveau Premier ministre de l'époque, Benjamin Netanyahou, et le nouveau président démocrate américain de cette époque, Barack Obama, en disant que cette première rencontre Biden-Bennett intervenait
dans un contexte politique et un climat géopolitique régional au Moyen-Orient très différent de celui de 2009, ce qui pourrait justement présenter a priori un avantage pour Bennett face à Biden, alors que Netanyahou, on s'en souvient, s'était laissé fait piéger par Obama, qui lui avait demandé publiquement de procéder à un gel de la construction dans les localités juives de Judée-Samarie. Or, peut-on supposer, c'est ma question, dans ce dossier palestinien, que Biden ne fera pas la même chose que Obama et qu'il saura ménager Bennett en ne le mettant pas en situation difficile, même si ce même Bennett est en fait opposé à la fameuse solution à deux États. Et en fait, j'ai une question une autre question subsidiaire. Car sur le fond, l'administration démocrate ne préfère-t-elle pas que le gouvernement israélien actuel, assez hybride, il faut le dire, et un peu fragile et composite, reste au pouvoir au lieu de voir y retourner Netanyahou? Alors, il faut préciser qu'en 2023, Bennett devra laisser la place à Yair Lapid, un centriste avec lequel justement Biden, s'il a la patience d'attendre, pourra en principe mieux s'entendre sur le dossier palestinien qu'avec Bennett. Je crois qu'il faut quand même mettre les choses dans leur perspective. Aujourd'hui, les États-Unis ne s'intéressent pas particulièrement au dossier palestinien. Le dossier palestinien est très secondaire pour eux. Il est très secondaire pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont essentiellement préoccupés par la situation en Afghanistan, donc je n'y reviens pas là-dessus, mais aussi parce qu'ils estiment que ce serait bien s'ils pouvaient reprendre la négociation avec les Iraniens. Donc, si vous voulez, dans la mesure où les Iraniens ne sont pas disposés, semble-t-il, à reprendre cette négociation, il est évident qu'il vaut mieux avoir un Israël qui continue sur sa lancée, à qui on n'impose rien, parce que c'est trop difficile d'imposer quoi que ce soit. Le problème palestinien a cessé d'être prioritaire aux yeux de Washington. C'est un problème secondaire, et c'est un problème qu'ils retrouveront sans doute. Mais en 2009, c'est ça la grande différence. En 2009, Barack Obama avait l'ambition de faire un geste en direction des pays musulmans. Rappelez-vous son discours au Caire. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, oui, les États-Unis s'intéressaient de près au règlement de l'affaire palestinienne, mais ça n'est pas le cas en 2021. Donc il y a peu de chances que Naftali Bennett rencontre Joe Biden pour s'entendre dire qu'il devrait faire ceci ou qu'il devrait faire cela. L'essentiel au fond, c'est de maintenir la stabilité dans cette partie du monde, c'est d'éviter qu'il y ait de nouveaux affrontements avec le Hamas ou bien avec le Hezbollah, car il y a eu malgré tout, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il y a eu quand même des échanges de tirs entre le Hezbollah et les forces israéliennes. Donc, ce qu'il vaut mieux pour les Américains, c'est que les choses restent en l'état pendant qu'ils essayent de régler d'autres problèmes qui paraissent autrement plus urgents, c'est-à-dire en particulier le problème afghan, la sortie d'Afghanistan et évidemment le problème des relations avec l'Iran et la recherche que l'Iran manifeste pour obtenir l'arme nucléaire. Alors justement, en ce qui concerne ce point central qui est nodal dans la rencontre Bennett-Biden de cette semaine, ce dossier du nucléaire iranien, le président américain semble avoir a priori un seul objectif en tête, tenter de neutraliser toute opposition israélienne publique, en tout cas, à un éventuel retour des États-Unis au fameux traité de Vienne de 2015, duquel s'était désengagé, on se souvient, l'administration Trump en 2018. Une opposition qui risquerait, une opposition israélienne éventuelle, qui risquerait de miner au Congrès la position conciliante des démocrates avec l'Iran et qui activerait les critiques anti-Biden des républicains. Or, Biden, et c'est ma question, a-t-il réellement des chances d'obtenir cette modération de la part du gouvernement de Bennett, alors justement où les stratèges israéliens et les spécialistes de défense répètent sans cesse, y compris le ministre de la Défense, qui s'est exprimé dans ces termes il y a quelques semaines, il explique que l'Iran n'est plus qu'à quelques semaines de la fabrication de ses premières armes nucléaires. Et donc, est-ce qu'on n'est pas là dans un goulot d'étranglement du point de vue de la volonté américaine de renégocier avec l'Iran, mais face à un Israël qui est impatient d'agir contre le danger imminent du nucléaire iranien? Vraisemblablement, là, on se dirige petit à petit vers une autre faiblesse de la diplomatie américaine. Quand Biden est arrivé au pouvoir en janvier 2021, il avait notamment comme but dans cette région du monde
de revenir au traité de Vienne, vous l'avez mentionné, et d'obtenir de l'Iran que l'Iran arrête ou ralentisse ses recherches du côté du nucléaire. Il n'a rien obtenu. Biden n'a rien obtenu. Et ça n'est pas ce qui se passe en Afghanistan qui va lui permettre d'obtenir quoi que ce soit. Ce qui veut donc dire que, en fin de compte, aussi bien du côté de l'Afghanistan que du côté de l'Iran, on s'apprête à constater qu'il y a un échec de la diplomatie des États-Unis sous la présidence de Biden et par conséquent un affaiblissement considérable du président et de son pays dans l'ensemble des négociations internationales. Ça veut donc dire que ça renforce encore la position de Naftali Bennett. Si Naftali Bennett veut bien comprendre cette situation, mais je suis certain qu'il la comprend infiniment mieux que moi. Et ça veut dire aussi que là, pendant au moins un certain temps, je ne peux pas dire combien, mais les États-Unis seront incapables d'agir en quoi que ce soit dans le domaine du Moyen-Orient, pour la bonne raison qu'ils sont préoccupés avant tout par leur sortie d'Afghanistan. L'Afghanistan aujourd'hui envahit tout l'espace diplomatique, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et avec toutes les conséquences que cela entraîne sur la région. L'Afghanistan, c'est pas un pays particulièrement passionnant sur le plan des relations diplomatiques, mais c'est un pays qui a toujours divisé. Alors, quand c'était les Anglais, ça divisait avec les autres nations. Quand c'était les Soviétiques, ça divisait également. Au temps des Américains, on peut dire que ça a contribué encore plus à la division. Donc, je crois à l'affaiblissement de Joe Biden. Je ne crois pas au renforcement de sa position. Alors, dernière question, puisqu'il nous reste 4 minutes à peu près. Pensez-vous que cette situation, cette ornière, entre guillemets, dans laquelle se trouvent les États-Unis au plan régional, international, et aussi cette situation tendue que j'évoquais tout à l'heure de course contre la montre du nucléaire iranien, et puis le fait enfin que Bennett, a-t-on dit ce matin dans la presse israélienne, va présenter à Biden un plan d'action concret pour barrer la route de l'Iran au nucléaire. Est-ce que vous pensez que cette situation quand même tendue au plan du timing pourrait pousser malgré tout l'administration Biden, même si ce n'est pas sa préoccupation première, à vouloir donner très bientôt un deadline, c'est-à-dire une date butoir à Téhéran dans les négociations qui tournent en rond à Vienne pour la redéfinition du traité. Et donc, est-ce que ça ne va pas quand même pousser les Américains à sortir de leur gonds et à donner un deadline à Téhéran qui ne fait que gagner du temps vis-à-vis des atermoiements américains? Vous avez une très bonne analyse, moi, que je partage entièrement. Ce que je crois simplement, c'est que les États-Unis n'ont pas le moyen de mettre en place une autre politique. C'est-à-dire qu'au fond, ils peuvent en effet dire à l'Iran, maintenant ça suffit, nous n'essayons plus de remettre en place les effets du traité de Vienne, nous renonçons à toute négociation avec Téhéran, etc. Mais si les États-Unis tiennent ces propos, c'est une nouvelle défaite de Joe Biden. Parce que Joe Biden a centré toute sa diplomatie là-dessus. Et par conséquent, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas en état de tenir un rôle important dans ces affaires du Moyen-Orient, alors qu'on a besoin d'eux, alors qu'ils sont indispensables, alors qu'ils sont la grande puissance. Mais compte tenu de la diplomatie de Joe Biden, ils ont été menés dans une impasse, et cette impasse permet en effet de craindre toutes les déviances que l'on peut imaginer dans cette partie du monde. Donc, ce qu'il faut simplement, me semble-t-il, c'est qu'Israël continue à mener sa route et à ne pas tenir compte exagérément des recommandations que pourrait faire Washington lors du passage de Naftali Bennett. Alors,
ultime, il reste 1 minute 30, question subsidiaire liée à cet important dossier iranien. Est-ce que, dans ce contexte de blocage, est-ce que les États-Unis, tout de même, accepteraient, peut-être qu'on ne le saura pas, parce que cette rencontre, évidemment, publiquement, les deux leaders ne vont pas parler de ce sujet, mais accepteraient une alternative, ou du moins ne protesteraient pas contre une alternative militaire israélienne qui tiendrait compte justement de ce chronomètre, puisque Israël a toujours répété depuis des années qu'il ne laisserait jamais l'Iran accéder à l'arme suprême. Et là, si les renseignements sont bons et qu'on s'en approche, ça veut dire qu'il y a un compte à rebours à commencer. Et le voyage de Bennett, qui fait suite au voyage du chef d'état-major Kochavi il y a 2 mois, met à l'ordre du jour justement une coopération, je dirais en tout cas une tolérance américaine vis-à-vis des mesures militaires que pourrait prendre Israël dans les semaines ou les tout prochains mois qui viennent. Écoutez, je ne suis pas au courant des intentions secrètes de l'État d'Israël, Oui. mais il me semble que l'État d'Israël n'a pas intérêt à mener à bien une expédition militaire. En revanche, l'État d'Israël dispose de la possibilité de mener des cyberattaques qui sont autrement plus efficaces que les expéditions militaires. Et il l'a déjà montré dans le passé. Par conséquent, je crois que si c'est nécessaire, Israël procédera à l'une de ces cyberattaques dont il a le secret, et cela contribuera sans aucun doute à ralentir l'effort que les Iraniens manifestent pour obtenir la puissance nucléaire. C'est autrement plus efficace qu'une expédition militaire. Eh bien, sur cette importante précision, je vous remercie de votre intervention et puis du temps que vous avez consacré. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. À bientôt.